Bonjour, merci d'être venu à cette avant-dernière séance avec la question « Mon smartphone est-il mon meilleur ami ?» Pourquoi cette question? Parce que j'ai réalisé Aristote dans l'éthique à Nicomaque. Si vous la connaissez un peu, vous saurez que dans le chapitre 8, dans le livre 8, parle de l'amitié et parle des trois sortes d'amitié dont les objets respectifs varient selon les bons, l'agréable et l'utile. Et donc, l'ami peut être aimé en tant qu'il procure quelques biens, quelques plaisirs ou quelque utilité. L'amitié par excellence, pour Aristote, est celle de ceux qui souhaitent du bien à leur ami, pour l'amour de ces derniers. Mais c'est naturel, il nous dit que ces amitiés soient rares, et qu'en plus, pour qu'elles aient lieu, je vous lis ce qu'il écrit, il dit « En outre, elle exige comme condition supplémentaire du temps et des habitudes communes. » Car selon les proverbes, il n'est pas possible de se connaître l'un l'autre avant d'avoir consommé ensemble la mesure du sel dont parlent les dictons. Ni d'admettre quelqu'un dans son amitié ou d'être réellement ami, avant que chacun des intéressés se soit montré à l'autre comme digne d'objet d'amitié et lui est inspiré de la confiance. Donc, si on prend l'amitié, et dans ces triples nominations selon Aristote, ce qu'on peut se dire, c'est un smartphone. On peut avoir un rapport d'amitié, entre guillemets, parce que l'objectif d'utilité, d'intérêt et de plaisir s'explique tout seul. Il est utile, il nous rend beaucoup de services, on a intérêt à l'avoir avec nous parce qu'on peut faire énormément d'activités avec. Il y a aussi des plaisirs, on peut jouer, on peut parler avec des gens qu'on aime, beaucoup de choses. Donc, ces premières amitiés par intérêt, par utilité, par agréable, on l'a, ces deux-là. On a aussi quelque chose que c'est la condition du temps et des habitudes communes. On a des habitudes qu'on acquiert à fréquenter ce dispositif appelé smartphone, au téléphone portable. Et on y passe beaucoup de temps. Donc les conditions de temps et d'habitude sont vraiment réalisées avec cet objet, artefact. Donc, comme nous dit Aristote, que je vous lisais, il est vraiment nécessaire de passer beaucoup de temps et acquérir des habitudes avec quelqu'un. Et puis, pas seulement, on a à avoir et à lui confier des choses. Et vous voyez que nous confions à ces dispositifs nos amis, nos collaborateurs, notre famille, nos collègues. Il est informé d'absolument tout. L'organisation du temps, de nos souhaits, de nos achats, de nos rendez-vous. Il nous accompagne dans toutes nos déambulations. Il sait où nous nous trouvons à chaque instant. Il répond à nos questions si vous interagissez avec lui. Et comme dit Montaigne, chacun se donne si entier à son ami qu'il ne reste pas grand-chose à départir ailleurs. Donc on pourrait dire, oui, il y a vraiment une amitié qui se fait avec les habitudes, avec le temps qu'on passe, avec la confiance qu'on lui donne, avec l'intérêt, avec l'utilité, avec l'agréable. Puis la question, est-ce qu'il nous souhaite du bien? C'est ça qu'ils disent, c'est les applications qui nous veulent du bien. Cela pose des questions, on pourra en discuter sûrement dans les débats. Donc, je me suis dit, nous faisons et nous passons tellement de temps et tellement de confiance quand même avec cet outil que beaucoup de fois, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, il est impensable de sortir de chez soi sans lui. Je ne sais pas si vous en avez tous le réflexe de regarder si vous avez peut-être les clés, mais avant de regarder si vous avez les clés, avant de fermer la porte de chez vous, la première chose, c'est de vérifier si ce téléphone se trouve là. Et on ne peut pas sortir
sans les téléphones. Il faut sortir au monde avec ces dispositifs. Et je pourrais même vous dire que sortir de chez soi sans ces dispositifs équivaut à un état de désorientation totale. Peut-être vous me direz, vous exagérez, mais je n'exagère pas et je pense que c'est ça qu'on va en parler, je tiens à vous en discuter, c'est parce que ce n'est pas un outil comme les autres. Ce n'est pas comme oublier les clés, oublier son téléphone. Et comment l'expliquer? Différentes choses. La première, ce n'est pas un outil technique, mais c'est un dispositif, c'est-à-dire un ensemble de relations. Cet objet, cet artefact, vous l'appellerez comme vous voulez, n'est pas un outil, mais il est un dispositif. Et les dispositifs se définissent par le fait d'être un ensemble de relations dans lesquelles le sujet est disposé par l'outil tel qu'il est configuré, mais aussi dans lesquelles nous nous disposons et dans lesquelles on rentre. Donc, les portables, si vous en avez, nous connectent, nous aident à rester en lien avec d'autres. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être les collègues, mais ça peut être aussi être en lien des personnes qu'on ne connaît pas et de rencontrer des personnes nouvelles. Vous voyez que dans l'accès aux autres et au monde, dans les applications que vous en avez, on a aussi toutes les informations qu'on y lit, de toutes sortes de niveaux, que ce soit des informations des journaux, que ce soit des informations familiales, si vous avez un compte WhatsApp, peu importe. Vous voyez que dans ces dispositifs, il y a un rôle pour les sujets que vous êtes et qui se constitue et avec laquelle on rentre en relation et on partage beaucoup de visions du monde, où on est avec d'autres desquels on n'est pas d'accord, mais on est, comme tout dispositif, dans la détermination, dans la disposition d'un rôle qui nous met en relation énormément. Et il nous met aussi en relation avec différents rôles que nous jouons tout au long de la journée. Dans le travail, on a un rôle, dans la famille, un autre, et on joue tous ces différentes personnes, personnalités, dans ces dispositifs. Donc, oublier ceci comporterait l'impossibilité de nous connecter et de prendre la place au milieu des relations où nous sommes impliqués. Vous voyez, ce n'est pas comme laisser les clés, bon. Mais laisser celui-là, c'est laisser de la place, ne pas sortir dans la disposition relationnelle dans laquelle on se situe dans le monde. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de vérifier qu'il nous accompagne, pas uniquement quand on sort de la maison, mais dans tous les moments de la journée, du lever au coucher. Il a remplacé même parfois la montre pour compte. Sa présence, comme je vous disais, nous situe, mais aussi tous les gestes qu'on fait avec lui. Jouer, photographier, gratter, écrire, semer, les caresser, l'habiller. On l'habille au maître des décos, le laisser tout nu, sans housse, les tenir constamment entre les mains et qu'il soit vraiment à côté et vérifier où il est. Les poser à côté de notre lit sans l'étendre. Parce qu'on ne sait jamais si après il ne s'allume pas, on est perdu. Les regarder sans une raison précise. On est là et voilà que je l'allume et que je suis à côté. Je m'arrête dans la liste des gestes, peut-être vous vous reconnaîtrez, mais cela témoigne, comme je vous disais, de l'agencement affectif dans lequel il nous insère et aussi dans l'accès au monde des relations qu'il nous procure. Donc, première chose, c'est pas un outil technique, mais un dispositif, un ensemble de relations. Seconde chose, c'est aussi pas un outil technique, mais un environnement où nous habitons. C'est-à-dire, il a modifié notre manière d'être au monde. On a une nouvelle perception. Les êtres, les choses à laquelle on rentre en relation apparaissent à partir des appareils numériques autour d'eux. Nous habitons les environnements. Qu'est-ce que ça veut dire habiter ces environnements ? Nous y travaillons, nous y jouons, nous les décorons. Quand vous achetez
Que ce soit, peu importe les dispositifs, une tablette, un ordinateur, un téléphone portable, une montre connectée, un objet connecté, vous allez faire un peu de déco, vous allez domestiquer l'espace, vous allez choisir les fonds d'écran, les photos, l'animation, la musique, vous allez décorer, vous allez habiter ça, les rendre, vous avez des lieux où vous fréquentez plus normalement et vous avez peut-être fait l'expérience que quand un site, une interface change, vous êtes un peu perdu. Il faut s'habituer. Parce que quand même, vous êtes bien habitué à vous promener dans certains endroits. Donc vous voyez que c'est une domestication de cet espace où nous habitons, nous passons le temps. On a un domicile, plusieurs domiciles, on a des adresses, on est domicilé sur les nuages à défaut d'être dans les cieux. Donc vous voyez vraiment que si on oublie ces portables, on est un peu sans domicile. On est un peu dans un environnement où il n'y a plus ces espaces plus divers dans lesquels on habite. Et pourtant, vous me direz, oui, mais une chose c'est réel, une autre chose c'est virtuel, entre guillemets. Mais vous vous rendez compte que ce n'est pas tant que ça. Parce que tout ce que vous faites a une effectivité sociale et une effectivité dans le réel. C'est-à-dire, vous allez acheter des choses et ça va réaliser, vous allez la recevoir. Vous allez faire écrire des choses sur vos amis et ça va avoir un impact affectif, social, réel sur les choses. Ce n'est pas un lieu qui n'a rien à voir avec ses convives. Il interagit évidemment avec nous. Donc, on ne peut pas dire il y a ce lieu et le reste. On vit dans plusieurs espaces. Autrement dit, si nous considérons que tous nos objets connectés, tous nos dispositifs ne sont pas des outils, mais qu'on les habitons, on rentre en relation avec beaucoup de personnes, on a beaucoup d'activités qui ont une effectivité sociale et réelle, on peut dire que cet artefact est devenu indispensable pour notre corps. Certains disent que c'est une prothèse de notre corps. Mais nous nous consignons à lui comme une amie fidèle, quelque part. Et vous voyez qu'on a une sorte de confiance d'être chez soi, dans des dispositions avec les autres, et en interagissant avec des autres. Tout cela ferait de lui notre meilleur ami, parce que quand on est avec un ami, on est chez soi. On est vraiment à l'aise, on n'a pas à changer, on est dans ces interactions, on est dans cette intimité, on rencontre les choses. Mais vous allez me dire à nouveau, peut-être non, vraiment, séparons-le, il faut mettre des contraintes temporelles. On ne peut pas être tout le temps avec cet artefact, il faut arrêter. Mais je vais vous poser la question, ne pas avoir son téléphone ne signifie pas d'arrêter d'être immergé dans cette culture numérique où nous en sommes. C'est-à-dire, nous pouvons être déconnectés et pourtant toujours immergés. Vous en avez fait l'expérience de couper peut-être une relation avec quelqu'un et c'est au moment même où vous décidez de couper la relation où cette présence est la plus forte dans votre esprit. Où vous n'arrêtez pas d'y penser. Et pourtant, vous avez coupé tout lien. Vous voyez que dans ces expériences, par exemple, de vécu, ce n'est pas être connecté ou pas qui joue. C'est une disposition, une immersion dans laquelle vous y demeurez, indépendamment qu'il y a des Wi-Fi ou pas, indépendamment qu'il y a un téléphone ou pas avec vous. De même si nous sommes... Vous me dites, oui, mais vous n'êtes pas physiquement là, dans la chose, hein, vous êtes absent. Mais vous êtes quand même socialement présent. Parce que vous interagissez, si vous faites une photo, si vous préparez un dîner, si vous préparez vos vacances, vous êtes socialement présent, même si vous n'êtes pas physiquement à côté de vos amis, de votre famille. Donc, on peut être physiquement absent, mais socialement présent. Nous sommes aussi présents socialement, même dans des moments de déconnexion.
Parce que ce qu'on a fait, ce qu'on a publié, ce qu'on a dit continue à agir, peut être partagé par d'autres. Donc on continue à avoir un impact social indépendamment de la connexion. Et nous sommes aussi temporellement présents. Parce que quand on est au même moment connecté dans un chat, par exemple, on est temporellement présents tous là. Et quand vous faites des vidéos ou des appels où vous voyez, là, c'est vraiment, il n'y a même pas la petite désynchronisation d'un chat, il faut attendre qu'il réponde. Vous êtes immédiatement présent. Donc, ne pas avoir son téléphone, dire je vais te mettre 2 heures, 3 heures, tu feras ça, ne signifie pas du tout d'arrêter d'être immergé. Vous voyez que la prescription temporelle de dire que 2 heures, que 3 heures, comporte de se confronter au vécu d'un sujet qui habite ces lieux et avec lesquels il agit. On ne peut pas maintenir, comme je vous disais, la distinction à les espaces, un espace numérique, un espace non numérique, virtuel, non virtuel, parce qu'on y est dedans, même si on est déconnecté. La même chose, toutes les pluralités d'identités qu'on a, celle d'avatar quand on joue quelque part, celle des lecteurs, celle d'acheteurs, celle à chacun, on peut interagir, se mettre en place et ce n'est pas un calcul du temps. Donc, vous voyez que l'immersion, l'être dans ces cultures dans lesquelles nous sommes, n'est pas synonyme de connexion. Ça ne change rien à l'affaire. Parce que ce dispositif va décider de nous, va décider de notre ensemble. Et certains me diront, ah oui, mais alors il faut vraiment se méfier. Il faut vraiment se méfier parce que quand même, il va enregistrer chacun de nos gestes. Il y a un philosophe qui s'appelle Maurizio Ferraris qui parle de mobilisation totale. Il dit, peut-être il ne nous rend pas plus bêtes, mais il peut nous rendre esclaves. Vous voyez, on parle beaucoup de cette addiction, de ces nouvelles applications qui maintenant vont nous dire combien d'heures nous sont restées là-dedans, comme si, je vous disais, comme si ça allait changer quelque chose. C'est là. Et donc, je vous le dis, il dit, il nous mobilise, je vous le cite parce que ça m'avait bien fait rire, il dit, il nous mobilise au milieu de la nuit si on se réveille et on répond à un mail. Il dit, il y a beaucoup de contraintes. Une contrainte de responsabilisation. On sait que quelqu'un nous a envoyé un message, tu as reçu mon message, je sais que tu l'as reçu. Vous voyez, quand on l'a reçu, parfois c'est lu. On voit, parfois on les déconnecte pour que les autres ne sachent pas qu'on l'a lu, parce que quand même il y a une contrainte de dire si on sait qu'on a lu, pourquoi il ne répond pas, Vous voyez, il y a une autre contrainte par rétorsion. Si tu ne me réponds pas, la prochaine fois que tu m'appelles, je ne répondrai pas. Oh, par menace, si tu ne me réponds pas, d'autres vont le faire et je vais t'éliminer du système. Oh, tout est enregistré. Je sais que tu l'as reçu, donc tôt ou tard, tu répondras. Donc il y a une sorte de mobilisation et il nous dit où tout est enregistré, on ne peut pas s'en sortir de cet enregistrement. Avant, quand on nous appelait, si on n'avait pas un répondeur dans les années 80, c'était pas bien grave, on ne savait pas on était très libre. Maintenant, tout est enregistré, on sait qu'on a appelé, qu'on nous a appelé, on ne peut pas s'en dépasser. La trace est là. Quoi qu'on fasse, la trace est là. Et aussi, il anticipe nos désirs. Vous voyez que si vous avez acheté sur Amazon ou si vous avez cherché de la publicité, avant même que vous désiriez un livre, ils vous disent, si vous avez aimé ça, vous pourrez aimer ceci. Et la plupart du temps, ils ont peut-être même raison. Ils peuvent, quand il dit Siri, qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse pour vous ? Quel est votre désir ? Vous avez fait ceci ces jours-là. Est-ce que alors vous voudrez le faire à nouveau ? On est vraiment dans une anticipation du désir. Je m'arrête sur ça, j'aurai encore beaucoup d'heures à vous raconter, mais vous me dites, très bien, mais alors, qu'est-ce qu'on fait tout ça ? Qu'est-ce qu'on en fait théologiquement ? Parce que vous en parlez. Je vais vous donner quelques pistes, et on pourra en discuter. Je me dis, la prescription temporelle ne suffit pas à critiquer le système. Ce n'est pas parce qu'on sait le nombre d'heures qu'on y passe qu'on va y arrêter.
hein. Les dernières statistiques on a été faites en avril 2017 aux États-Unis par un centre statistique sur les usages. Ils disent que 95% des personnes sont tout le temps connectées. Donc il n'y a pas de moment où nous sommes sans cela. Donc, comment éduquer à une présence? Comment éduquer? Moi, je pense que, vous voyez, on est dans les dispositifs interagissent avec nous, s'adaptent avec nous, nous nous adaptons, on est parmi ces objets et on a des sujets et d'objets avec lesquels on interagisse. Je pense que c'est une question des rythmes. Pourquoi? Parce que rythme, si vous le savez, ça veut dire métrone, mesure, mais aussi mouvement. On peut opposer la mesure, la cadence, la répétition avec le mouvement, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je pense, c'est que vraiment, il faut une éducation au rythme. Parce qu'habiter ces lieux demande un rythme. Nous y vivons demain, nous avons des cadres d'activité, nous sommes devenus multitâches, on ne peut pas dire là je vais faire un truc, on fait beaucoup de choses au même moment. Mais si nous connaissons notre métrone, c'est-à-dire si nous connaissons notre mesure, nous pourrons prendre la mesure de notre présence et de nos activités. Donc, quelque part, ces applications qui vont mesurer, ce n'est pas tant pour dire contrainte temporelle, c'est nous pour prendre la mesure de nos activités. Il y a une sorte de révélation qui nous vient. Ça peut favoriser un discernement et un travail spirituel. Parce que prendre la mesure, par exemple, de notre langage, quels sont les émoticônes qu'on utilise le plus? Qu'est-ce que cela dit de nous? Quel est le langage? On peut faire des analyses linguistiques. Quelle est la manière dont nous nous exprimons le plus souvent? Comment rentrons-nous en relation avec les autres? Quel est le type de présence ou la pluralité d'identités dans lesquelles je me suis construit? Qu'est-ce que cela dit de moi? Vous voyez que vous avez une sorte de miroir, une mesure, une cadence qui va vous encourager, je l'espère bien, à prendre le rythme de cette vie dans ces environnements. Ça veut dire que ça demande aussi un exercice d'ajustement qui doit se réaliser. Un exercice qui, à nouveau, je vous dis, c'est un travail spirituel. C'est des discrétions et d'ajustement aux autres, une proximité aux autres qui demande aussi une distance. Donc il y a un rythme des lieux qui doit être acquis par l'ajustement entre les temps de travail, des loisirs, des déconnexions, de savoir dans cette immersion, des relations avec l'autre. Ça nous conduirait, je pense, à un travail de disposition dans les lieux, c'est-à-dire que l'économie de l'espace nous faisons. Ça demande une grande analyse critique de nous-mêmes. C'est qu'on n'a pas fait dans l'économie des espaces chez nous, dans les lieux vraiment physiques dans lesquels nous habitons. Mais là, il y a à le faire, ces rythmes. Et ces rythmes vont nous demander aussi une attention spirituelle, parce qu'il va falloir se demander sur quoi on pose son cœur, comment on veille à notre cœur, mais aussi sur quelle disponibilité aux choses nous s'entretenons. Comment cette attention, comment la disponibilité à ces dispositifs, avec tout ce que cela suppose que je viens de vous raconter, je pense vraiment que notre tradition chrétienne, notre foi chrétienne, avec le rythme, a une source inépuisable des choses à nous enseigner. Les rythmes solaires, les rythmes canoniques, les rythmes liturgiques, les rythmes des heures. Nous avons la journée et la nuit rythmées dans la liturgie des heures. On a réfléchi pendant des siècles à comment rythmer notre vie pour l'accompagner, pour être en présence du Seigneur. Donc, je pense que si on a un véritable défi à l'intérieur de ces amitiés avec des artefacts, c'est d'établir ainsi un rythme spirituel. Je vous remercie